amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un roman qui a paru chez Buchet-Chastel, un très beau roman, La charrue de feu d'Elie Sheffman, qui a été traduit par notre amie Rachel Hertel, qu'on n'a presque plus besoin de présenter, mais je voudrais quand même dire d'abord bonjour Rachel. Bonjour Monique. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Je voudrais rappeler que Rachel Hertel est à l'origine de la création du Centre d'études judéo-américaines de l'Université Paris 7 Jussieu, qu'elle a largement contribué à la diffusion de la culture yiddish en France. Je pense qu'elle fut le précurseur du renouveau du yiddish en France. N'est-ce pas Rachel? Avec beaucoup de modestie, vous pouvez l'avouer. Alors Rachel, pour commencer, si vous pouviez nous lire un passage en yiddish de ce roman. Je lis les premières lignes, les 5 premières lignes du roman, puisque nous avons très peu de temps. Rebe früher Markover, Ayid mit teure und Trauimes, schön in die Jormarein, in der leibendene Arbordwässer, die weiße Borde von Wind geht noch von Acker, was verfallet euch und legt euch beim Sonnensetzen sich gleiche, feucht schmeckende, schwarz-glanzige Schusserd, zu Fußen dem herbstigen Wald, das ist gelb, die hördig Blätterfall. Bravo Rachel. Rachel, pourriez-vous tout de suite nous parler de ce roman et de l'auteur? Je vais peut-être commencer par présenter très rapidement l'auteur, qui est Elie Sheffman, et qui est né en Ukraine, en Polynésie plus exactement. Il a eu une éducation traditionnelle comme la plupart des personnes à cette époque. Il a commencé à publier dès les années 20, surtout des nouvelles. En fait, bien entendu, la guerre éclate avec la rupture du pacte russo-allemand et il est mobilisé en 1942 pour retourner à Kiev en 1947. Il est victime de la répression du stalinisme et il est sauvé, contrairement à des dizaines d'autres intellectuels et écrivains, par la mort de Staline en 1953. Il entreprend une grande œuvre que je suis en train de traduire qui s'appelle RF, c'est-à-dire à la veille 2, qui est en 7 volumes. Il quitte l'URSS en 1972 pour Israël, où il reste très isolé. Le problème du yiddish en Israël est un problème douloureux. Et La charrue de feu est son dernier roman publié en 1994. Il meurt en 1996. Il est considéré comme l'un des plus grands romanciers yiddish après le génocide. Rachel, le roman lui-même. Alors, le roman lui-même, c'est un roman absolument superbe. Avec beaucoup de poésie, Rachel. J'ai été sensible à cette poésie. Beaucoup de poésie, c'est la saga de la famille Macover. Et il y a une poésie, enfin, qui concerne un des personnages du roman, qui est surtout la nature. Les descriptions de la nature sont d'une poésie absolument éblouissante. Et cette poésie mais je dirais même plus que c'est un roman qui est construit de façon musicale, avec des leitmotifs, qui est construit en 7 portes, les 7 portes du ciel, qui se referment progressivement à mesure que l'action se déroule. Et la poésie, ce qui est très extraordinaire, c'est évidemment l'écriture. Et l'écriture, la saga de la famille Macover commence à la fin du 19e siècle et se termine en 43-44. Alors, ce que je peux dire de la poésie, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que à la fois la description de la nature qui occupe une grande partie du livre et qui est absolument
éblouissante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, il y a bien sûr les personnages. Et il y a ce qui m'a beaucoup touché, c'est la diversité de l'écriture. Il y a évidemment, comme je l'ai dit, une écriture musicale avec les répétitions du leitmotiv. Il y a le réalisme de la vie quotidienne. Il y a le lyrisme de la description de la nature. Il y a aussi des passages prophétiques et des rêves qui sont à la fois fantastiques, irréels, surréels, mais qui sont en même temps des rêves prémonitoires. La richesse de la langue avec des passages très rares, mais existe en ukrainien, en ukrainien et en russe, des passages très courts, et ce qui prouve le multilinguisme juif, et surtout ce qui prouve qu'il y avait une intercompréhension entre ces trois langues, le yiddish, l'ukrainien, le russe, pour tout lecteur. Et ce qui est très frappant, c'est bien sûr l'obsession du feu et de la couleur rouge, puisque nous sommes en pleine guerre, et la grande crainte de tout le monde, c'est que ne brûlez pas mes enfants, qui fait partie des prémonitions. C'est aussi le seul roman qui décrit l'extermination par balle. Il y a eu 1 600 000 victimes assassinés par balle, par les Einsatzgruppen, et c'est véritablement la fuite de ces Einsatzgruppen, la fuite, tout le roman est une sorte de road roman, c'est-à-dire de fuite devant le danger qui les guette d'être fusillés, et ils fuient jusqu'au dernier moment, et le dernier moment, au lieu de se sauver, ils sont transportés par convoi vers Auschwitz. Et le livre est extrêmement tendu, avec une sorte de suspense qui oblige le lecteur, une fois qu'il a commencé à le lire, à continuer sans arrêt, tellement il est attaché aux personnages qui essayent de sauver leur vie. Bravo Rachel, et je dois dire que d'une part, les yiddishisants vont adorer, mais les non-yiddishisants également. Je ne suis pas encore yiddishisante, mais je peux vous assurer que c'est un roman que je n'ai pas pu lâcher. La poésie de l'écriture et de la traduction, parce que Rachel, vous avez su maintenir le degré de poésie que voulait l'auteur. Et ça, je vous en félicite, parce que ça se sent, c'est magnifique, c'est d'une grande richesse. D'emblée, je rappelle La charrue de feu, traduit du yiddish par Rachel Hertel, d'Eli Sheckman, donc en vente dans toutes les bonnes librairies et sur les sites pour les gens qui auraient tendance à vouloir les commander à la Fnac ou chez Amazon. Rachel Hertel, je vous remercie, et avec votre accord, je vais peut-être faire passer, et c'est même pas peut-être, c'est sûr, une chanson en yiddish interprétée par notre amie Eva Goljevit, que j'avais fait passer à l'antenne il y a 2 ans. Je dois dire que Eva est une dame de 103 ans qui chante des poèmes populaires en yiddish. Merci Rachel. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Et le scoop, je sais que vous êtes en train de traduire quelque chose d'assez énorme. Oui, assez, oui, qui me prend tout mon temps, mais il y a un temps qui m'est fort agréable parce que j'adore traduire. Bravo Rachel. Avant, je choisis moi-même mes traductions, donc je choisis ce que je trouve de mieux. Bravo Rachel. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Auf jener Seite ist die Sonne schon vergangen. Auf jener Seite ist ein Mädel gegangen. Mit Bänkschaft in Herzen, mit Liebe in Blick, zu suchen ihr Mädelschen Glück. Die Nacht hat dem Teich mit einem Äppel bezeugen. Beim Teich ist das Mädel gestanden gebeugen.
Sie hat in dem Wasser lang, lang geguckt und hat mit die Achseln gezuckt. Und Blimelech Bläuenke 7x7 hat sie bei dem Schein von Levone geklieben. Sie hat mit dem Strom sie gelassen allein. Schwimmt gleich meine Blimelech weit. Schwimmt gleich weit dahin, wo die Wasserlöcher rinnen. Und nefscher wird ihr mein Glück dort gefinnen. Und als ihr gefindt dort mein Glück, schwimmt Blimelech gicher zurück. Die Wasserlöcher sind gerunnen, die Blimelech haben dort kein Sach gefunden, kein Blimele ist nicht gekommen zurück. Wein, Mädel, du hast nicht kein Glück. Auf jener Seite Teich ist die Sonne schon vergangen. Auf jener Seite Teich ist ein Mädel gegangen. Mit Bänkschaft in Herzen, mit Liebe in Blick, zu suchen ihr Mädelchen Glück. Nous allons poursuivre cette émission avec un deuxième livre qui a paru chez Talandier, Golda Meir, Une vie pour Israël, de Claude Catherine Kiechman. Pour commencer, pour situer ce livre, je voudrais citer David Ben-Gourion qui dit « Le jour où on écrira l'histoire, on dira que c'est une femme qui a permis à l'État juif de voir le jour. » Golda Meir a été souvent qualifiée de grand-mère d'Israël et en fait, en réalité, a été en quelque sorte une star de la politique mondiale. Pendant plus de 40 ans, elle occupa une place centrale dans l'histoire de la jeune nation israélienne jusqu'à devenir Premier ministre à l'âge de 71 ans. Elle naquit en 98 à Kiev dans l'Empire des Tsars, Golda Mabovitch, dans une famille pauvre. À l'âge de 8 ans, elle fuit avec sa famille et ses sœurs aux États-Unis, mais marquée à jamais par la terreur des pogroms de son enfance, elle s'engage dès l'adolescence dans le combat sioniste socialiste et n'a bientôt qu'un seul rêve, rejoindre la Palestine, où elle arrive à 23 ans accompagnée de son mari, Maurice Meyerson, et elle passe 3 ans dans un kibboutz. Elle est très vite remarquée par ses dons oratoires, son endurance, son sens de l'organisation, sa résistance face aux Britanniques, et elle joue très vite un rôle important au sein des instances du Yishuv, l'entité juive qui se développe en Palestine mandataire sous la direction de David Ben-Gourion. Elle fut la seule femme signataire de la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948. Membre du Parti travailliste, elle occupe sans répit des postes clés. Devenue Premier ministre, Golda Meir est confrontée à la guerre de Kippour, qui sera pour elle une véritable tragédie. Elle se heurte aussi aux rivalités internes et à ceux qui lui reprochent son refus du compromis dans les affaires internes, mais aussi dans le conflit israélo-arabe, et surtout sa volonté d'ignorer en quelque sorte le fait palestinien, qui n'était pas du tout ce qui est maintenant le fait palestinien, et je me dois de rajouter cette précision. Golda Meir quitte le pouvoir en 1974, mais conserve une influence notoire sur son parti jusqu'à sa mort, 4 ans plus tard, à l'âge de 80 ans. Je vous encourage à lire ce très beau livre de Claude Catherine Kiechman, Golda Meir, qui a paru aux éditions Talandier. Nous poursuivons avec un policier qui a paru au Seuil, La violence en embuscade de Dror Michani, traduit de l'hébreu par Laurent Sandrovitch. Alors, quelques mots sur l'intrigue.
Le retour de l'inspecteur Avri Avraham, encore traumatisé par son échec dans une disparition inquiétante. Une valise contenant une fausse bombe a été déposée par un homme claudiquant près d'un jardin d'enfants de Holon, banlieue des classes moyennes de Tel Aviv de l'époque. Un suspect est vite trouvé, mais il a un alibi en béton. L'attention d'Abraham se porte alors sur Haïm, modeste traiteur en chambre qui livre chaque jour ses sandwichs avant d'accompagner ses 2 fils au jardin d'enfants. Haïm aurait eu des mots avec la directrice, l'accusant de maltraitance, et son comportement semble de plus en plus étrange depuis que la mère des garçons est partie visiter sa famille aux Philippines, prétend-il. Alors que l'étau se resserre autour de Haïm, on en vient à craindre qu'Abraham ait négligé les premiers éléments importants de l'enquête. Parallèlement, Michanit emmène habilement le lecteur avec un temps d'avance sur l'enquête policière à la recherche de la femme de Haïm, dont on est, bien sûr, sans nouvelles. Avi devra prendre des risques contre l'avis de sa hiérarchie et suivre son intuition pour démêler une intrigue tout en faux semblant dans une atmosphère tendue et déroutante. Dror Michani, l'auteur, est un universitaire spécialisé dans l'histoire du roman policier, fin connaisseur de la littérature française du XIXe siècle et intellectuel engagé. Il a 39 ans, il incarne avec puissance et originalité le renouveau du polar israélien. Il vit à Tel Aviv où, ayant renoncé à son activité d'éditeur, il se consacre à la série Abraham. Il parle français, nous l'aurons sans doute un jour à l'antenne. Je rappelle, de Dror Michani, La violence en embuscade, aux éditions du Seuil. Une très belle chanson en yiddish interprétée toujours par notre amie Eva Goljevit, la grande dame d'hiver. Jeden Tag und jede Nacht geh ich mir vertracht, auf a Berg über a Tol steht a Verbe von Amol, a Neviete a Größe ist die Verbe als Ding weißt sie, bei der Verbe will ich wegen mein bescherten Tage fragen, und sie wird mir als erzählen, zu mein bescherter kommt von Peulen, sie von Liete, sie von Samut, a Bankier, sie a Melamed. Is a blonder, a brunetter, noch a bocher, a gegetter, und efscher gor an alten Jiden, bin ich Verbe nicht zufrieden. Ich will sagen, Tate teut mir, nur zum Schieder, mehr nicht neut mir. Oh, ich will das nicht aushalten. Ich will nicht taten, kein Alten. Nous poursuivons avec un polar de notre ami Joseph Farnell qui a paru aux éditions de Boré, À l'ombre du carreau. Alors, le sujet, installé à la terrasse d'un café, un vieil homme, David Farman, se souvient. Il se souvient de ses premières années dans l'atelier de couture de son père, son premier emploi au carreau du Temple auprès d'un commerçant de tissus et de vêtements, la reprise de ce négoce au nom des Farman. Il se rappelle aussi ses virées dans les bals et avec les copains, ses rencontres féminines, et puis lui reviennent également en mémoire les dures années d'occupation, son combat contre le nazisme, son soutien aux Juifs aussi après la guerre. Aujourd'hui, le vieil homme peut tirer sa révérence, le sentiment du devoir accompli. Je rappelle, Joseph Farnell, À l'ombre du carreau. J'ai tenu également à ne pas épargner les enfants et à vous donner quelques idées pour des lectures de cet été. Alors, je voudrais déjà vous parler de Marjane et le Sultan qui a paru au Talent Haut. Le sujet, Marjane a 17 ans.
et dirige l'atelier de tissage familial. Jusqu'ici préservée d'un mariage précoce, elle s'y voit contrainte par la mort prochaine de son père. En effet, dans le sultanat d'Aroum, en 1898, les femmes ne peuvent pas hériter de leurs parents. Révoltée par cette loi absurde, Marjane décide de se rendre auprès du jeune sultan Bahman. Leur entretien ne se passe pas comme prévu, et alors que la jeune femme pense s'être attiré les foudres du sultan, il accepte de se joindre à elle pour une aventure en plein désert. S'ils parviennent ensemble au sommet du mont Irouz, le sultan acceptera de réviser la loi. C'est un roman pour les 9-13 ans. Et nous allons terminer cette émission avec un autre livre qui vient de paraître. Alors, aux Actes Sud Junior, Lucille, Fine-Mouche et le Balafré. Ceci est le premier roman, le premier tome, La Dimension Chronogire. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'univers. Une agence de détective, un vol, tout commence comme une banale intrigue policière et brusquement, le récit bascule. Le fantastique fait irruption dans le cours de l'histoire. Le ton est donné. De Ménilville que Lucille et le Balafré arpentent en quête d'indices aux mornes terres où les esprits frappeurs et les fantômes horlogers n'étonnent plus personne, le terrain de l'enquête devient celui d'une confrontation inattendue avec l'irrationnel. Fidèle associé, le Balafré, quelques mots, sans lui, Lucille n'aurait jamais pu monter l'agence 3 idées. Mais y aurait-il des failles chez ce colosse à l'identité obscure? Deuxième personnage, Lucille Fine-Mouche, est-elle trop jeune pour l'affaire? Ses clients sont en droit d'en douter. Tôt ou tard, elle mènera l'enquête bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Ce livre se lit dès l'âge de 11 ans, aux Actes Sud, donc je rappelle le titre, Lucille Fine-Mouche et le Balafré. Ceci est le premier tome, suite au prochain numéro. Quant à moi, chers amis, je vous dis à très bientôt sur Paris Culture et Spectacle de Monique Nakache, chez Deboré.